Tu aimerais devenir astronaute dans la vie? Tu voudrais en savoir plus sur l'histoire de ce métier? Tu aimerais être recruté mais tu ne connais pas les critères? Ou alors, tu veux en connaître davantage sur les formations et sur les entraînements suivis par les astronautes? Comment les astronautes vivent-ils? Eh bien, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo, car nous allons en parler ensemble. J'espère que tu es prêt. Notre fusée va bientôt s'envoler pour l'espace. Pour actionner le départ de la fusée et atteindre un nombre d'équipage le plus élevé possible, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et nous serons très heureux, bien entendu, de t'avoir parmi nous. Et c'est parti pour une vidéo. Bonjour à toutes et à tous, toute l'équipe de SSEZ Studio espère que vous allez bien, que vous avez la forme malgré ce confinement, qui devient long et difficile à supporter sans voir les personnes qui nous sont chères. Allez, je ne vous embête pas plus que ça, c'est parti, on commence. On commence en partant des années 1960 avec les États-Unis et l'Union soviétique. Ils recrutent des candidats qui veulent devenir des astronautes. Ils les recrutent dans les forces des pilotes d'avions de chasse. On peut par ailleurs constater que les méthodes de recrutement de chaque côté sont différentes. En effet, d'un côté, nous avons des astronautes de 40 ans et de 1,81 m à peu près. Puis de l'autre côté, des jeunes de 25 à 30 ans, mesurant entre 1,70 m et 1,75 m. Les États-Unis envoient des diplômés de l'université et de l'école de pilotes d'essai dans l'espace. Il faut bien entendu avoir un minimum d'expérience de vol en avion à réaction et plus de 1500 heures de vol actif dans son profil. L'Union soviétique envoie en majorité des pilotes militaires en mars et en mai 1966, ainsi qu'un pilote d'essai civil qui participe pour la première fois à un vol spatial. C'était Neil Armstrong, un commandant de la mission Gemini 8. C'est un certain Yuri Gagarin qui a été le premier homme dans l'espace. Cependant, il disposait uniquement que de commandes manuelles verrouillées. Il devait donc demander un code de contrôle à la station sur Terre pour pouvoir y accéder. Aux États-Unis, les personnes sélectionnées pour devenir astronautes sont habituées aux fortes accélérations qui caractérisent les premières missions, ainsi qu'aux situations de stress et de désorientation spatiale. Alors, les premiers astronautes américains sont recrutés pour le programme Mercury. En 1961, alors que les Américains travaillent sur le projet Mercury et que les médias célèbrent le tout premier groupe d'astronautes du monde, la NASA envisage un moment que des femmes soient envoyées dans l'espace. Des tests physiologiques sont effectués sur 13 femmes, toutes des pilotes. Ce contingent prendra plus tard le nom de Mercury 13, mais ne donnera finalement pas lieu à la création d'un groupe d'astronautes à proprement parler. En 1962, pour maintenir leur avance sur les Américains, les Soviétiques sélectionnent 5 femmes, toutes civiles, et pratiquant du parachutisme ou du vol aérien. L'année suivante, Valentina Tereshkova devient la première femme à voler dans l'espace à bord du Vostok 6, en vol groupé avec Vostok 5, piloté par Valérie Bykovsky. Cette ouverture aux femmes n'aura cependant pas de suite immédiate. Un vol comprenant 2 femmes est envisagé en 1966, mais après la mort de Sergueï Korolev, fondateur du programme spatial russe, il restera finalement sans suite. En 1977, dans le cadre de la préparation du projet de la navette spatiale, la NASA sélectionne 35 astronautes. 6 femmes en font partie. Il faudra finalement attendre 1982, soit 19 ans après le vol de Tereshkova, pour qu'une autre soviétique vole à nouveau dans l'espace. Svetlana Savitskaya, laissant les Américains bouche bée, puisque ce n'est qu'en 1983 que Sally Ride est menée sur orbite. Chez les Soviétiques comme chez les Américains, le métier d'astronaute est uniquement réservé aux pilotes, qu'ils soient militaires ou civils. Mais au tout début des années 1960, alors qu'ils viennent d'envoyer leurs premiers ressortissants dans l'espace, les premières critiques des vols habités émergent.
À quoi bon envoyer des hommes dans l'espace? En 1964, deux scientifiques, Boris Yegorov, qui est médecin, et Konstantin Feoktistov, qui est ingénieur, accompagnent le pilote Komarov pour un vol d'une journée à bord du vol Vojkod 1. C'est la première fois qu'un vaisseau envoie plus d'un homme sur orbite, mais il s'avérera par la suite que cette expérience aura été purement médiatique, au mépris total des conditions de sécurité. Pour gagner de la place et du poids, les trois hommes partent en effet sans scaphandre ni système de sauvetage de la cabine en cas d'incident. L'événement suscite, en tout cas à la réaction des Américains, lesquels, dès l'année suivante, procèdent au premier contingent de 6 astronautes totalement scientifiques, réduits à 5 peu après la démission d'un d'entre eux. De janvier 1971, qui correspond à la mission Soyouz 5, à juin 1971, qui correspond à la mission Soyouz 11, les soviétiques poursuivent l'envoi de scientifiques dans l'espace, sans scaphandre, et c'est finalement en 1972, avec la toute dernière mission du programme Apollo, nommée Apollo 17, que les Américains envoient leurs premiers scientifiques non seulement dans l'espace, mais sur la Lune. Le géologue Harrison Schmitt effectue un séjour de 3 journées entières dans la vallée de Taurus Lithow 4. L'année suivante, les Américains envoient un médecin et 2 physiciens à bord de leur première station spatiale, nommée Skylab. À partir de 1975, les Soviétiques poursuivent l'envoi des scientifiques à bord des stations Salyut, puis Mir. Mais le véritable départ de scientifiques dans l'espace est inauguré au milieu des années 1980, avec la navette spatiale américaine qui peut emporter jusqu'à 7 membres d'équipage, dont seulement 2 sont chargés du pilotage. Les autres étant spécialistes de la mission, dont le rôle requiert spécifiquement technique et ou scientifique. La première sélection d'astronautes de la navette en 1978 comprend à côté de 15 pilotes, 20 spécialistes de mission, militaires ou civils. Bon, déjà, quand vous terminez le collège, il faut savoir une chose. Il n'y a pas de lycée spécialisé dans le domaine de l'astronautique. Tout se passe justement après le bac. Seulement quelques personnes peuvent rejoindre l'Agence spatiale européenne située à Cologne en Allemagne. C'est cette école-là qu'il faut rejoindre après le bac pour avoir la chance de devenir astronaute un jour. Pour avoir une potentielle chance de rentrer là-bas, il faut bien entendu prendre un maximum d'enseignements scientifiques au lycée. Avec la réforme de cette année, ça correspond à prendre physique-chimie, SVT et maths en spécialité. Ce qui pourrait également vous donner une chance de rentrer dans cette école, c'est de savoir piloter un avion. Bon, c'est pas obligatoire, mais ça peut aider. Bien évidemment, l'école de l'Agence spatiale européenne vous apprendra à piloter un vaisseau. Bah attends, on va pas vous laisser avec une fusée dans les mains, hein. On n'est pas fous, hein. On tient à notre vie, les gars. Ah oui, et une dernière chose, il faut être sportif. Donc si vous comptez aller dans cette école et que vous ne tenez pas 1 minute de gainage, que vous ne savez pas faire 2 pompes, ou que vous ne résistez pas à plus de 30 abdos, ou alors que vous ne courez pas plus de 2 fois par an, ça risque d'être très compliqué. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas d'études spéciales après le collège. Il faudra attendre après le bac, à part faire des sciences et rejoindre cette école. Maintenant, pour ce qui est des critères physiques, comme vous pouvez le penser, il faut un certain niveau physique pour devenir astronaute. Il faut avoir des muscles et des vrais. Je vous explique pourquoi cette exagération. Thomas Pesquet est parti en mission spatiale pendant plus d'1 an. Quand il est revenu, il a fini pendant plusieurs mois en rééducation car ses muscles n'avaient pas assez fonctionné dans l'espace. Même avec une pratique sportive régulière, ceci n'a pas suffi et il a fallu plusieurs mois avant qu'il puisse remarcher correctement. Vous le comprendrez, vous ne pouvez pas être en surpoids si vous voulez partir dans l'espace. Vous ne reviendriez certainement pas vivant. Des exercices d'entraînement à l'école, déjà de base, on entraîne effectivement, et c'est normal, votre corps dans cette école, car dans l'espace,
le corps prend un gros coup dans la tête niveau résistance. Il faut donc avoir un physique presque irréprochable, voire supérieur à la moyenne au niveau de la résistance pour pouvoir partir en mission et revenir en espérant seulement 3 semaines voire 1 mois de rééducation. N'oubliez pas, il ne faut pas négliger le sport, c'est très important. Par exemple, James Irwin de la mission d'Apollo 15 a eu un petit accident cardiaque alors qu'il était sur la Lune. Sans conséquence, heureusement, grâce à la faible gravité et à la composition de l'atmosphère de la Lune, uniquement donc d'oxygène. La leçon à en tirer, ne pas être cardiaque pour aller dans l'espace. Les critères psychologiques. Quand vous serez pris dans cette fameuse école, on vous dira surtout d'avoir un mental d'acier et un esprit fort. Ceci peut ne pas être très compréhensible. Donc on va vous expliquer pourquoi. Vous devez sûrement le savoir, les missions sont rares. Alors vous n'irez peut-être qu'une seule fois dans votre vie dans l'espace, ce qui est quand même déjà un exploit, si bien que vous n'aurez pas d'autre aide que le reste de l'équipage qui vous accompagne pour vous aider une fois que vous serez là-haut. Bien sûr, dans l'école spécialisée, on vous donnera des astuces pour décompresser à l'intérieur de votre vaisseau spatial. Mais vous vous doutez bien que ceci peut être effrayant et les crises d'angoisse peuvent très vite arriver. Alors déjà, si vous êtes claustrophobe, vous pouvez dire adieu, clairement, n'y allez pas. Parce que vous êtes enfermé dans un vaisseau et dans l'espace, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas sortir pour respirer. Parce qu'il n'y a pas de moyen de respirer dehors en fait. Parce que c'est l'espace, c'est vide. Donc non, essayez de respirer un bol d'air dans l'espace, c'est pas une bonne idée si vous tenez à la vie. Ensuite, si vous êtes du genre à paniquer au moindre petit problème et ne plus pouvoir vous gérer ou même risquer de mettre en péril la mission et le reste de l'équipage car vous ne pouvez plus les aider, il est préférable d'abandonner avant de partir. Car non, le retour sur Terre c'est pas une carte qu'on joue à n'importe quel moment et on ne peut pas la demander toutes les 2 heures. Il faut également être une personne qui supporte le travail d'équipe car vous ne pourrez rien faire si vous faites tout seul. Et surtout, abandonnez si vous n'êtes pas sociable, s'il vous plaît. Après, il faut être bilingue. Et surtout en anglais, parce que bon, vous partirez pas avec des Français ou des gens qui parlent forcément votre langue. Sinon, c'est que vous avez beaucoup de chance. Il faut donc maîtriser un maximum de langues, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'allemand, ce que vous voulez, et que ce soit couramment parlé par une majorité de la population mondiale. Parce que si vous ne vous sentez pas bien, ou qu'un des membres de votre équipage ne se sent pas bien, il faut pouvoir parler entre vous. Et donc, si vous n'êtes pas bilingue, eh bien, vous ne pourrez pas discuter et donc vous ne pourrez pas vous rassurer. Ça peut faire du bien psychologiquement. Et non, Google Traduction n'est pas disponible dans l'espace. Il faut savoir qu'un astronaute passe la majorité de sa vie professionnelle à se former afin de pouvoir faire des missions dans le futur. Il a droit à un enseignement global de sciences et de savoir pour toutes sortes de missions. Et lorsqu'il est attribué à une mission, il reçoit un enseignement spécifique à celle-ci. La formation de base dont je viens de parler à l'instant est donnée aux futurs astronautes pour qu'ils maîtrisent des connaissances de base dans des domaines qui touchent à l'astronautique, comme l'aérodynamique, les techniques de vol spatial, l'électrotechnique, la propulsion, la mécanique spatiale, les matériaux et les structures. Il faut savoir que la formation peut porter sur des disciplines scientifiques, souvent mises en œuvre au cours des missions, telles que la recherche en apesanteur dans les domaines de la biologie, de la physiologie et de la science et des matériaux, l'observation de la Terre, l'astronomie. Bah ouais, faut savoir se repérer un minimum quand on est dans l'espace. Les candidats apprennent les caractéristiques détaillées qui composent les vaisseaux ou les systèmes utilisés tels que les fusées ou la station spatiale. Après cette formation théorique, une formation pratique vient s'ajouter pour généralement être effectuée sur des maquettes. Le cycle de formation sur un engin, aussi complexe que la station spatiale internationale, dure généralement une année entière, voire plus. Les astronautes sont bien entendu entraînés physiquement. Ils doivent donc maîtriser les différentes techniques de plongée sous-marine qui leur seront nécessaires pour leurs entraînements en piscine, destinés pour les tâches à faire la plupart du temps lors des sorties des véhicules spatiaux
quand ils sont dans l'espace. On appelle ça les sorties extravéhiculaires. Il y a également à ce programme d'entraînement des stages de survie en pleine nature, comme dans les déserts, dans les montagnes et dans les marais, où ils doivent acquérir les compétences nécessaires pour survivre si leur vaisseau atterrit en dehors du périmètre prévu à l'atterrissage. Ils s'habituent également aux accélérations importantes qui pourraient éventuellement arriver lors de la mission, grâce à des centrifugeuses. Ils effectuent également de courts vols en apesanteur à bord d'avions effectuant des vols paraboliques. Lorsqu'un astronaute est affecté à une mission, il doit bien évidemment apprendre tout ce qui lui est nécessaire pour pouvoir réussir la mission, donc réaliser là où les tâches qui lui seront demandées. Tous les membres de l'équipage et leurs doublures doivent suivre ensemble cette formation. Ils doivent forcément apprendre à se connaître pour atteindre l'efficacité maximale et pouvoir travailler ensemble, ainsi que cohabiter en harmonie. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Cette phase d'entraînement dure 1 an et demi pile, soit 18 mois, pour les missions à destination de la Station Spatiale Internationale. La formation d'un candidat est estimée entre 1, 2, 3 ans selon la NASA. En ce qui concerne le corps des astronautes, comme dit auparavant, il y a des critères physiques, mais cette partie parle plutôt des formations du corps. Je m'explique. Des critères sur la taille et le poids existent. Pour ce qui est de la taille, il faut faire minimum 1,50 m. Bon, normalement, la plupart des gens rentrent dans cette catégorie. Il faut également faire moins d'1,90 m. Bon, là, désolé pour les gens de 2 mètres, mais vous aussi, vous êtes recalés. Pour le poids, il faut peser entre 50 kg et 90 kg. Donc désolé pour les personnes qui font 2 mètres et qui sont en surpoids, je suis désolé, vous êtes recalés à l'examen. Comme vous devez sûrement vous en douter, peu de personnes partent dans l'espace. Environ 500 personnes sont allées dans l'espace, hommes et femmes. Parmi eux, 26 ont fait le voyage jusqu'à la Lune, et parmi ces 26 personnes, seulement 12 y ont posé le pied. Alors il faut prendre ceci en compte, car votre rêve est peut-être de partir dans l'espace. Cependant, le risque de ne pas y aller est élevé. En attendant sur Terre, vous suivrez quand même des entraînements quotidiens. Vos connaissances de la science arrivent justement à ce moment-là, quand vous êtes sur Terre. Et oui, vous aurez besoin de la science, mais c'est surtout pour que vous ayez des idées, des dangers et de la merveille de la pesanteur. Et d'autres choses encore. Bien sûr, vos activités ne se feront pas autour que de leçons et d'entraînement, que de théorie. Il y a bien entendu aussi la pratique, l'entretien de votre corps, des stages seuls ou groupés dans la nature pour apprendre à vous débrouiller seul ou en équipe réduite. Des vols en apesanteur dans des avions, même s'ils restent courts, vous aurez quand même quelques expériences dans le ciel, même si cela n'est pas l'espace directement. Vous aurez aussi des tests se tournant autour du vaisseau et tout ce qui touche à celui-ci. Des rencontres internationales sont bien entendu organisées. C'est à ce moment-là que vous êtes heureux d'être bilingue, car c'est là qu'interviennent les langues étrangères. Donc tout ceci fait partie du quotidien d'un astronaute, mais sachez que même avec tous les efforts et toutes les activités que vous aurez réalisées, ce sera peut-être votre voisin ou votre coéquipier qui partira en mission malgré ça. Oui, je confirme, c'est injuste. Personne ne sait qui partira à l'avance. Cependant, si ceci est vraiment votre rêve, alors accrochez-vous. Faites-vous connaître par vos efforts et votre collaboration, mais ne vous faites pas mal voir. Sachez que sur les 6 nouveaux astronautes recrutés par l'Agence spatiale européenne en 2010, 2 sont des pilotes et 2 autres sont des pilotes d'essai. Donc il y en a 2 qui font pas grand chose, à part le quotidien que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a différentes façons de définir les astronautes. Il y aura peut-être une autre vidéo là-dessus. Dites-nous en commentaire si vous aimeriez qu'on en fasse une juste sur le vocabulaire désignant les astronautes. On va commencer par le terme des astronautes, signifiant navigateur de l'espace. Il vient de la langue grecque, directement. Il vient donc du terme cosmonaute. Si on fait un arbre généalogique de ces noms, nous avons tout d'abord
cosmonaute en haut et astronaute en bas. Le mot cosmonaute vient de la langue allemande. Ça se prononce Kosmonaut. Il signifie cette fois voyageur de l'univers. Nous avons ensuite spationaute, qui est issu du latin spatium et du grec naute, qui veulent dire chacun respectivement espace et navigateur. Ça fait également navigateur de l'espace en français, ce qui correspond au synonyme parfait du mot astronaute. Il est utilisé par le programme Hermès, proposé par le Centre national d'études spatiales. Il est également utilisé par la Cité de l'espace via le cadre de ses activités de tourisme spatial à Toulouse. Par contre, contrairement à une idée reçue qui s'est répandue, ce terme ne désigne pas spécialement les astronautes français. Il n'est pas utilisé par l'agence spatiale française. Vient ensuite le taïkonaute. Oui, vous l'avez senti venir, c'est du chinois. Il vient du mot Taikogrin. signifiant lui-même navigateur de l'espace. C'est le nom parfois employé par les médias pour désigner spécifiquement les voyageurs spatiaux chinois. On va finir avec le vyomanaute. Ce sont les astronautes indiens qui travaillent pour les agences spatiales indiennes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de sujet vous intéresse et si vous en voulez plus. Lâchez-nous également un beau pouce bleu si elle vous a plu ou si vous avez appris des choses. Et mettez-nous en commentaire si vous aimeriez avoir d'autres vidéos et donc donnez-nous le sujet pour d'autres vidéos dans ce style. Je vais bien entendu mettre sur l'écran de fin le nom des différents scénaristes qui m'ont aidé pour le texte. Et bien voilà, je vous dis à la prochaine pour une vidéo de meilleure qualité. C'était SSEZ Studio.